Je n'avais jamais fait de croisière auparavant. Auparavant, je n'avais jamais fait de croisière. Les croisières me paraissaient plutôt quelque chose de bateau. D'ailleurs, c'est marrant de dire ça comme ça. C'est marrant de dire ça comme ça, parce que pour moi, ça me paraissait vraiment très bateau de faire une croisière. Ça me paraissait plutôt énervant. Ça me paraissait plutôt ennuyant. On ne bouge pas, on est sur un bateau en pleine mer, on voit l'océan à perte de vue, et il n'y a pas vraiment de voyage à faire. Tu sors, tu restes, soit tu vas dehors sous la proue, soit tu vas dehors à l'avant, soit tu vas dehors à l'arrière. Dans tous les cas, tu es dehors, mais toujours au milieu de l'océan. Tu ne bouges pas réellement. Tu peux rester dans ta cabine ou sortir de ta cabine. Les couloirs sont de véritables labyrinthes. Je n'ai jamais vu trop l'intérêt, jusqu'à ce voyage-là. En, dé- en débarquant sur le bateau, j'ai senti une présence me regarder. Quand on est passé sur le pont en métal, le ponton en métal, j'ai senti quelque chose qui s'attachait au ponton en métal et qui me regardait en dessous. J'ai baissé les yeux, mais je n'ai rien vu. Jusqu'à cette nuit-là. Après avoir installé mes affaires, j'ai vu l'armoire. Pourtant, elle avait été fermée. Je l'avais fermée avec les clés qui étaient dessus. J'ai d'abord entendu les clés se déverrouiller et tomber par terre. Je me suis levé pour aller les ramasser. J'ai réouvert l'armoire et je l'ai refermée. J'ai retiré les clés. J'ai regardé si l'armoire était bien fermée. Elle l'était. J'ai remis les clés et je l'ai reverrouillée. Elle s'est alors réouverte encore une fois. Mais quand j'ai vu qu'elle s'était réouverte, j'avais levé les yeux. J'ai vu alors une main sur le côté avec des griffes prendre la porte et la pousser de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Je me suis saisi, j'ai allumé la lumière et une sorte d'ombre noire est venue vers moi en courant. Et j'ai entendu que cette ombre noire était mouillée parce que j'entendais au bruit de ses pas qu'elle sortait tout droit de l'eau. Peut-être qu'elle avait, peut-être qu'elle avait immergé tout simplement en dessous de l'armoire, ou alors en dessous du bateau, peut-être en dessous du bateau même, qu'elle s'était accrochée à la coque. Je ne savais pas, mais cette chose avait un visage. Elle ressemblait énormément à une femme avec des oreilles pointues et transparentes. Un genre de sirène maléfique. Un genre de sirène maléfique qui viendrait peut-être des limbes. Genre de, le genre de sirène comme dans la mythologie qui a été créée par Athéna, la déesse de l'enfer. Si on s'en souvient bien, la légende raconte que Athéna a condamné 3 jolies filles à surveiller les portes de l'enfer, dont celle de l'océan. Elle les a condamnées à errer dans l'océan à jamais, en les transformant en corbeaux. Depuis, elle a appelé ça, Athéna a appelé ça des nymphes. Athéna appela ça des nymphes quand elle condamna ces 3 filles à surveiller la porte de l'enfer dans l'océan. Elle les transforma en nymphes. Et une fois qu'elles étaient devenues nymphes, elles devaient surveiller la porte de l'enfer, celle qui est dans l'océan. Car il en existe 3. La première porte de l'enfer se trouve dans le désert, une deuxième au milieu de l'océan, et la troisième à Jérusalem. C'est une ancienne histoire, une vieille histoire. Je ne suis pas sûr pour les portes de l'enfer, mais pour ce qui est de Athéna et ses nymphes, j'en suis quasiment sûr avec ce que j'ai vu hier soir. J'en suis pratiquement sûr. De toute façon, tout ce qui est mythe, légende, et tout ce qui a toujours été mythologie, a toujours contenu une part de vérité, non? Un orage sans fin, une nuit inquiétante, une brume plus épaisse qu'un brouillard. Une brume plus épaisse qu'un brouillard, une brume plus épaisse que n'importe quoi d'autre. Un brouillard tout autour de Briarcliff. Un brouillard tout autour de Briarcliff, plus épais que de la vapeur d'eau qu'on pouvait remarquer dans les douches de Briarcliff. Tout autour de l'asile de fous, de l'asile de Briarcliff. Sir Jude regardait dehors. Une nuit sans fin, une nuit éternelle, était en train de joncher les murs. Une nuit sans fin était en train de joncher les murs. Elle entendait des bruits, comme si cette nuit sans fin était en train de s'agripper au mur, comme si cette nuit sans fin agrippait Briarcliff,
un briquet de... à bric- Comme si cette nuit sans fin agrippait Briarcliff, les murs de Briarcliff, comme si elle agrippait de mille et une cauchemars, de mille et un cauchemars, de mille et un souvenirs, comme si cette nuit sans fin s'agrippait, et qu'elle faisait remonter à la surface plusieurs traumatismes. Cette nuit-là, Sir Jude rassembla alors tous les fous à l'intérieur de Briarcliff, dans la salle de jour, comme tous les jours, comme toutes les nuits. Dans la salle de jour, il y avait, il y avait cette musique qui tournait en boucle. On entendait cette musique de Sœur Sourire qui tournait en boucle. On entendait cette chanson. Dominique, Nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. Alors que cette musique tournait en boucle encore et encore, on pouvait entendre, certains fous se frapper la tête contre les murs, essayant de faire sortir les idées noires, essayant de faire sortir de pures idées jadis qu'ils avaient. Alors que la musique tournait encore et encore, elle était en cours sur un vinyle qui tournait. À côté, juste à côté, sur un fauteuil, un vieux fauteuil abîmé, il y avait Kit Walker qui était avec Lana. Lana Winters lui parlait, et Kit Walker reprit alors les notes qu'elle avait prises sur Briarcliff, sur ce qu'il se passait réellement à l'intérieur, depuis qu'elle avait été enfermée. Il lui avait dit que si Sir Jude ne voulait pas mettre la main dessus, et qu'elle ne voulait pas finir au fouet, qu'elle ne voulait pas finir au piquet, qu'elle ne voulait pas finir fouettée jusqu'au sang, voire même fouettée jusqu'à la mort par Sir Jude dans son bureau, avec son arsenal de fouets qu'elle avait, et qu'elle gardait précieusement pour les fous qui avaient fait une bêtise. Ce soir-là, ils sont sortis le jour de la tempête. Ce soir-là, ils sont sortis le soir de la tempête, alors que la pluie griffait les vitres, alors que le vent et les nuages s'agrippaient au mur, faisant ressortir d'idées jadis qui se terraient à l'intérieur de la tête des détenus. Quand ils sont sortis, Lana Winters a cru apercevoir avec Kit Walker, Lana Winters a pu apercevoir dehors deux yeux blancs très lumineux. Deux yeux blancs très lumineux qu'elle a pu apercevoir dehors. Elle a pu apercevoir des seaux de viande pourrie et avariée. Ça sentait l'odeur de viande pourrie et avariée, l'odeur de cadavre. Quand un seau est tombé à ses pieds, du sang s'est écoulé le long de ses pieds et de ses chaussures. Elle est rentrée à Briarcliff. Sir Jude a pu suivre les traces de ses pas jusqu'à sa chambre. Quand elle lui a demandé plusieurs fois s'il était sorti, Lana a nié avoir vu ce qu'elle avait vu. Mais elle avait bel et bien vu un monstre à trois pattes. Ses mains avaient été sectionnées, et il marchait sur des moignons. Sa peau était brûlée, couverte de sang. Il avait des petits yeux blancs et d'énormes griffes, d'énormes crocs, comme si ses dents étaient encore humaines, mais avaient été coupées pour pouvoir être plus tranchantes. Il la regardait avec sa bouche un peu déformée, ses lèvres qui étaient scarifiées, plein de coupures sur les lèvres et sur le visage, sa tête qui était un peu penchée sur le côté, et quand il marchait avec ses trois pattes, on pouvait voir son torse penché de gauche à droite. Il hurlait et criait, il essayait de parler, les mots ne ressemblaient pas à grand-chose. Quand elle a expliqué ça à Sir Jude l'a emmené dans son bureau et lui a demandé pourquoi est-ce qu'il était sorti. Lana avait un prétexte, elle avait dit qu'elle était sortie pour se renseigner. Le soir de la tempête, lui a-t-elle dit Sir Jude. Elle avait dit, oui, le soir de la tempête. Je voulais voir ce qui se passait dehors. Les idées jadis des détenus commençaient à remonter. Je vois que vous aussi vous l'avez remarqué. Vous êtes de plus en plus sévère avec Kit, et vous êtes de plus en plus sévère avec Grace et avec moi, d'autant avec les autres détenus. À un moment, la soirée cinéma qui avait été organisée avait été arrêtée. Sœur Marie-Eunice était arrivée, demandant à tous les détenus, à Lana, et aussi à Kit Walker de rejoindre sa chambre, sa cellule. Alors que sœur Marie-Eunice, avec le sourire aux lèvres toujours, fermait les portes une à une, elle distribua alors à Lana une Bible supplémentaire. Sir Jude passa après dans chaque chambre, distribuait un crucifix,
qu'elle accrocha au mur. Elle regardait alors les détenus accrocher ce crucifix. Certains détenus avaient envie de le détacher, mais elle les enchaînait au sol. Elle accrochait un crucifix, le temps de la tempête. Elle avait pris cette décision et leur donnait une Bible qu'elle déposait soigneusement sur leur lit. Ensuite, certains fous étaient bordés à leur lit par sœur Marie-Eunice, et elle leur lisait un passage de la Bible, un verset, écrit par saint Jean. Elle s'asseyait sur le bord du lit, regardait les prisonniers de l'asile de fous. Elle leur lisait un passage écrit par saint Jean, dans le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament. Elle leur lisait, elle leur faisait la lecture, et une fois qu'elle avait fait ça dans toutes les chambres, elle était rentrée. Une fois qu'elle était arrivée dans le bureau de sœur Jude pour pouvoir lui dire qu'elle avait distribué les crucifix, qu'elle avait lu le passage de saint Jean au verset du Nouveau Testament. Elle est arrivée et a regardé sœur Jude, effondrée par terre. Des secrets étaient remontés. Elle lui expliquait qu'elle avait vu une faute qu'elle avait fait autrefois, une faute qu'elle avait commise jadis. Et elle avait vu cette faute réapparaître dans son école, dans son local. Elle avait vu cette faute réapparaître. Sœur Marie-Eunice lui avait demandé ce que c'était. En lui demandant ce que c'était, sœur Marie-Eunice, avec les yeux du démon, se tournèrent vers la croix. La croix tombèrent, elles s'enflammèrent vers le sol, et le crucifix disparut à travers les cendres de bois. Elles ramassèrent les cendres, se mit alors à côté d'elle. Elle était en train de lui parler, mais c'était le démon qui murmurait à son oreille, en lui disant et en se nourrissant de ses fautes qu'elle lui racontait. Le démon qui possédait sœur Marie-Eunice se nourrissait de ses faiblesses, en imitant Marie-Eunice, qui était en train de se mettre à côté de sœur Jude pour qu'elle puisse absoudre ses péchés et ses fautes commises autrefois. Lorsqu'ils ont essayé de ressortir, ils ont trouvé un passage sous l'asile de fous, une sorte de mine avec des tunnels qui menaient un peu nulle part. Et ces sortes de tunnels qu'il y avait en dessous de Briarcliff, avec des chariots sur des rails. À l'intérieur, il y avait des organes. Des morts. À un moment, Kit et Lana ont trouvé un chariot. Ce chariot était en train d'avancer, mais personne ne le poussait. Lorsqu'il est arrivé, Kit l'a pris en main. Tout de suite, de l'intérieur, en dessous de plein de draps ensanglantés, une personne a un bras complètement brûlé et couvert de sang. Et aussi complètement encerclé de plein de barbelés. Kit retira les barbelés et trouva une femme brûlée au 3e degré. Ses cheveux avaient brûlé, son crâne avait brûlé, ses yeux étaient blancs comme des billes. Elle devait être aveugle et ne voyait plus rien. Elle était peut-être prête à être jetée dehors parmi les monstres et parmi les créatures de la nuit. Alors que l'orage ne se finissait pas, on les a retrouvés dans ces endroits, et sœur Jude les a ramenés dans son bureau. Elle les a alors mis sur la table, levant alors les vêtements de Lana et levant les vêtements de l'asile psychiatrique de Kit. Elles les frappèrent jusqu'au sang avec son fouet, rangèrent son fouet pas nettoyé, avec quelques gouttes de sang au bout. Elles regardèrent ensuite Kit Walker et elles regardèrent Lana, en leur disant de regagner leur chambre. Ce soir-là, ils essayèrent de dormir, mais Lana était en train de regarder l'horloge et les battements de secondes qu'elle entendait. Elle entendait aussi le vide en plein milieu des escaliers avec la statue de la Sainte Vierge. Elle entendait le vide et les cris. Elle fixait le mur mais n'arrivait pas à dormir. Tandis que Kit, de son côté, lui, regardait le crucifix. Il essayait de se rassurer de temps en temps en lisant une certaine phrase au beau milieu d'un chapitre ou d'un verset de la Bible. Et il lisait une phrase de temps en temps, gardait sa main sur la Bible, sur le saint livre. Mais ce soir-là, quand ils se sont endormis, ils se sont tous les deux réveillés face à Arthur Argent, qui était en train de faire une petite lacération derrière leur oreille, afin d'y implanter une sorte de puce extraterrestre.
Sûrement l'histoire de Kit Walker, qui avait cru voir une lumière très intense chez lui le premier soir, quand sa femme s'est fait dépeceler la peau de bas en haut, des pieds à la tête, et qu'il a été accusé d'être Bloodyface. Mais ce n'était pas ça, c'était autre chose. C'était une expérience du Dr. Argent. Les filles s'étaient retrouvées au brou. Quand les filles s'étaient retrouvées au brou, Spencer est arrivé. Commandant un café, elle s'est assise à côté d'Anna et avait déposé un dossier qu'elle avait trouvé, concernant un docteur qui s'appelait E. Alan Parker. Un docteur qui s'appelait E. Alan Parker, qui avait anciennement travaillé à Radley. Elle s'était assise et avait mis le dossier juste en face d'Aria. Aria, prenant le dossier, avait regardé dossier compromettant du docteur E. Alan Parker. Ce dossier compromettant des informations très importantes. Des informations très importantes sur Radley, le temps qu'il avait passé à Radley, en tant que docteur et puis en tant que patient. Il avait passé du temps à Radley en tant que docteur pendant au moins un séjour de 1 an, et puis ensuite en tant que patient pendant au moins un séjour de 6 ans. Spencer s'est avancé et a dit « Et attendez, c'est pas tout ». Donnant l'autre moitié du dossier, Aria prit l'autre moitié. Anna était en train de regarder avec elle, et Anna a soudain regardé la feuille. Elle a regardé en bas de la feuille, a passé quelques textes. Les quelques textes que Anna a passés, Aria était en train de les lire. À un moment, Anna a pointé son doigt en dessous de la page et a dit « Regardez, patient du docteur E. Alan, Mary Drake ». Elles se sont alors toutes regardées, et Aria a redéposé les deux dossiers les uns sur les autres, en demandant à Spencer où est-ce qu'elle avait trouvé ça. Spencer avait pris son café, qu'elle avait déposé sur le côté, en disant qu'elle avait trouvé ça dans la mallette de sa mère. Elles ont alors commencé à émettre des théories. Emily s'est avancée en demandant à Spencer « Est-ce que tu penses que ta mère est peut-être mêlée à tout ça ?» Spencer a posé son café sur la table, a haussé les épaules, a regardé Emily et a dit « Je te retourne la question. J'ai un petit peu l'impression qu'elle est mêlée à tout ça, je l'ai trouvée dans sa mallette, bien enfouie sous des dossiers correspondant à des affaires sur lesquelles elle travaille. Je te retourne la question. » Emily a regardé et lui a dit « Mais si ta mère est mêlée à tout ça, tu penses pas qu'elle doit le connaître, peut-être, ce docteur ?» Spencer regarda alors la feuille. Elle regarda la feuille en lisant chaque paragraphe très soigneusement. Et ensuite, elle déposa la feuille sur la table, en disant « Non, c'est pas possible. Ma mère n'est pas mêlée à ce genre de choses. Elle déteste autant que nous. Elle déteste autant que nous, Charles. Elle déteste autant que nous, Mary Drake. Alors pourquoi elle serait mêlée à tout ça ?» Anna, à côté, était en train de dire « Je sais pas, peut-être qu'elle l'a défendu ou alors qu'elle l'a accusé pendant peut-être simplement à la cour pénale. Peut-être qu'elle l'a défendu et que tu ne sais pas, qu'elle n'en a jamais parlé. Elle la déteste, mais c'est pas pour autant qu'elle peut refuser une affaire. » Spencer s'est retourné et a dit « Ma mère est avocate, l'une des meilleures, elle peut refuser une affaire. » Anna a regardé Spencer en lui disant « Oui, bon, ok, ta mère est l'une des meilleures avocates, mais bon, tu penses pas que c'est un peu suspect qu'elle ait un dossier compromettant un docteur qui s'est retrouvé interné à Radley et ensuite un dossier compromettant un docteur qui a travaillé sur le dossier Mary Drake et sur le dossier de Charles ?» Aria a repris le dossier et a dit « Oui, bon, ça paraît un peu farfelu comme ça. » Et puis en retournant le dossier, elle a vu des données correspondantes qui étaient écrites juste en dessous, écrites un peu appuyées, comme si on avait appuyé sur la mine du bic. Sortant un crayon, Spencer arracha la page et Emily, Anna et Aria s'exclama en lui disant « Mais t'es folle !» Spencer retourna la page en disant « Non, pas du tout. Comme ça maintenant on va savoir qui est cet homme. » Elle retourna la page, prit un crayon dans son sac et commença alors à griffonner sur le côté de la page. Une adresse était apparue. Land, 3e avenue. Elles y étaient allées et pendant ce temps, pendant qu'elle était en train de renoter les données géographiques de cet endroit,
Anna avait trouvé sur son GSM où se trouvait l'avenue Holland. Il l'avait trouvée. Et Holland était une maison, une énorme maison, un énorme domaine. Ce n'était pas une avenue, c'était un énorme domaine, considéré comme une avenue car cette maison était reculée dans la forêt. En arrivant là-bas, ils ont garé. Spencer a garé sa voiture en arrivant là-bas, mais un bruit énorme les a surpris de l'extérieur. Quand ce bruit énorme les a surpris de l'extérieur, Spencer est sorti la première. Aria, Anna l'ont suivi et Emily l'a suivi. Elle s'est accroupie devant sa voiture et a regardé. Un piège à ours avait percé les pneus. Il était maintenant impossible de repartir. Une fois qu'elles étaient rentrées, un jeu macabre avait commencé avec des poupées. Le but, c'était d'ouvrir les poupées, de trouver à l'intérieur un indice, un mot, une lettre, peut-être un objet appartenant à Charles, peut-être un objet appartenant à Mary Drake ou à Alex Drake, les menant à la fin, les menant jusqu'à la porte qui les sortira de là. Le jeu avait commencé jusqu'à ce qu'elle tombe sur une salle complètement capitonnée, qui avait l'impression. Spencer avait l'impression qu'elle avait été faite main, comme si les, comme si les, les- comme si les coussins, comme si les coussins et les protections en mousse avaient été accrochés au mur avec de la corde, de la ficelle et avec des sangles. Sur le côté, il y avait de quoi accrocher une personne. Un corset en métal. Il y avait un corset en métal. Des, il y avait des accroches pour les chevilles et des accroches pour les poignets, avec de longues chaînes. De quoi accrocher une personne pour qu'elle rampe par terre comme un animal. Derrière une baie vitrée, il y avait cet endroit de torture. Elle est rentrée, elle est rentrée dans cet endroit de torture, a fait glisser la baie vitrée. Aria, Anna et Emily l'ont attendue. Elle est revenue et avait repéré une photo dans le coin. Elle est allée la repérer. Anna lui a dit qu'elle était complètement folle. Emily compatit en disant mais t'es complètement folle, en lui disant de ressortir. Elle était ressortie et avait trouvé une photo. Pas si facile que ça. Elle pensait que ça allait être facile. Alors que Spencer avait trouvé la photo, il avait ramassé une photo de une photo de Alex Drake et de Mary Drake ensemble, sur laquelle il était écrit derrière par Charles, tu es ma préférée. Maintenant, elle devait savoir laquelle des deux. Mais Spencer était en train de se débattre à l'intérieur. Elle était en train de se débattre à l'intérieur pour pouvoir sortir. Les coussins la ralentissaient en se dirigeant vers la vitre, et la vitre se refermait peu à peu. Elles ont essayé de forcer, et à un moment, Anna est arrivée avec un pied de biche, défonçant la porte. Spencer est sorti. Spencer est sorti, sentant qu'il y avait quelque chose qui accrochait son pied en dessous. Elles ont alors tout ensemble retiré les coussins. En dessous, il y avait, en dessous, en dessous des coussins, sur le sol, il y avait au moins une centaine de pièges à ours, une centaine de pièges à loups. Les dents avaient été acérées comme des couteaux. Ce qui la ralentissait, c'étaient les coussins qui évidemment s'étaient mis sur les dents. Mais tous les pièges à ours se refermaient à chaque pas. À chaque pas, elle aurait pu perdre sa jambe. À chaque pas, elle aurait pu perdre un pied. Quand elle était arrivée de l'autre côté et qu'elles ont vu tous ces pièges à ours en dégageant les coussins, la porte s'est refermée et tous les pièges à ours se sont refermés eux aussi, automatiquement, grâce à, grâce à une poulie refermant la porte. Grâce à un système de poulies, ils se sont tous refermés, la porte aussi. Elles sont sorties et Spencer a montré la photo de Alex Drake et de Mary Drake. Il était écrit par Charles, tu es ma préférée. Mais de qui parlait-elle? De Alex Drake ou de Mary Drake? Elles ont continué à avancer et sont arrivées dans une salle. Elles sont arrivées dans une salle, une bibliothèque avec un salon sur le côté. De vieux sièges, de vieux fauteuils. Anna s'est assise dessus. Anna s'est assise dessus et a alors trouvé derrière un coussin. Derrière un coussin, elle a trouvé gravé au couteau dans le coussin. Trouver la lettre. Il fallait trouver une lettre. Un moment, Aria fouillait dans plusieurs livres. Spencer lui a demandé ce qu'elle faisait. Spencer avait été fouillé en auteur dans les livres, les polars et les romans policiers. Pendant que Emily était en train de chercher à des endroits comme par exemple sous la table, cachée dans une enveloppe, peut-être dans les tiroirs, un moment, Emily trouva une lettre.
par terre, qui avait été collé sous le dossier de la chaise. Elle l'avait ramassé, et il était écrit qu'il fallait trouver un livre avec une écriture spécifique, avec une couverture spécifique et une couleur qui lui était spécifique. Il était très facilement reconnaissable. Il était bleu. Il était bleu avec des coutures noires. Bleu avec des coutures noires, avec une croix dessus, toute fine. Cette croix dessus, qui était toute fine, était dorée. Anna s'est retournée vers la lettre, elle l'a prise des mains d'Émilie et lui a dit « Mais qu'est-ce qu'on doit trouver? Un roman policier, un polar, un livre ou alors une Bible ?» Ariel a regardé et a commencé à chercher. En disant de chercher, un moment, ce fut Anna qui tombe dessus. En cherchant dans les livres, dans les vieilles encyclopédies, elle tomba sur un vieux livre tout au fond qui avait été posé derrière les encyclopédies. Elle l'ouvrit et tomba sur une photo de famille, une vieille photo de famille, et derrière exactement la même maison dans laquelle elles étaient coincées. Le jeu macabre continuait. Le jeu macabre continuait afin de trouver la sortie. Les filles, après les cours, s'étaient installées au brou. Elles s'étaient installées au brou et étaient en train de s'intéresser à un festival qui passait, un festival de maisons hantées, qui était en train de s'installer à Rosewood. Aria était en train de préciser, de parler à Emily, à Spencer et à Anna, en train de leur dire que si A était au courant de ça, c'était une mauvaise idée. Anna s'est avancée, Spencer lui a demandé pourquoi. Emily lui a demandé oui, pourquoi. Pourquoi c'est une mauvaise idée? Aria s'est avancée et leur a dit « Imaginez une minute que A se serve de cette maison hantée, ou de ce simple festival, pour pouvoir nous tendre un piège. Il pourrait servir de la maison hantée, il pourrait servir de la maison des clowns. Et si par exemple le parc d'attractions, avec le centre où on peut tirer sur des poupées de chiffon, c'était nous. » Spencer l'a regardé et lui a dit « Je crois que là tu deviens légèrement parano. » En lui disant qu'elle devenait légèrement parano, Aria s'est avancée et lui a dit « Mais tu crois qu'on est quoi depuis que ça a commencé? Tu crois qu'on est quoi pour Charles? Tu crois qu'on est quoi pour Alex Drake? Tu crois qu'on est quoi pour Mary Drake depuis que ça a commencé? Qu'est-ce qu'on est pour eux? Si A est au courant de ça, c'est une mauvaise chose. » Spencer était d'accord qu'elles étaient devenues toutes les quatre les poupées de chiffon de A, qu'elles étaient devenues toutes les quatre ces petites poupées de chiffon, et que c'était une mauvaise chose quelque part. Mais le tempérament de Aria laissait à penser qu'elle devenait légèrement parano. Elles y sont quand même allées le soir et avaient reçu un message de A disant « Retrouvez-moi là-bas à minuit, les pétasses, sinon vous êtes mortes. » Lorsqu'elles sont arrivées là-bas, leur message s'est effacé. Tous les messages qu'elles avaient reçus de A. Elles ont regardé dans leur GSM, plus aucun message, plus aucune photo. Même les photos qu'il leur avait envoyées, de voitures abandonnées, de corps, ou alors encore d'endroits mystérieux, qui appartenaient à Charles, ou encore à Alex Drake ou Mary Drake, avaient disparu. Les images qu'il leur avait envoyées sur Mona, les images qu'il leur avait envoyées sur Toby, et les images et les photos qu'il leur avait envoyées sur le Lost Woods avaient disparu. Tout avait disparu. Les images aussi que A leur avait envoyées sur ce qui s'était passé à l'église, avec Spencer, avec le corps dans le clocher, tout avait disparu. Et les filles ont regardé et tout avait disparu. À un moment, Anna a commencé à prendre la GSM d'Aria en lui disant « T'embête pas, tout a disparu. » Elle s'est enfoncée dans la maison de poupée. Aria lui a crié « Non, Anna, attends !» Elle a commencé à marcher derrière elle. Anna a commencé à regarder la maison de poupée, un peu mystérieux. Anna a commencé à regarder la maison de poupée, dans une attraction où il fallait passer dans un couloir étroit. Ce couloir était décoré de plein de clowns avec des coups de poing. Il fallait éviter les coups de poing. Un moment, Spencer la suivait. Et Emily était devant. Spencer fermait la route. Et une attraction s'est mise en marche et a donné un coup de poing à Spencer. Spencer a regardé l'attraction. Emily est arrivée devant Spencer et lui a dit « Ça va, t'as rien ?» Spencer s'est avancé et a dit « Non, non, attendez, une minute.
Elle s'est alors avancée vers l'attraction, à regarder, à regarder la main, à regarder la main en poing du clown qui l'avait frappée, et elle a ouvert les doigts de la main en poing du clown. À l'intérieur, une photo et un petit médaillon, sur lequel il était gravé Drake, destiné à Marie ou alors à Alex Drake. Spencer l'a prise et l'a mis dans sa main. Elle l'a mis autour de son cou, mais très mauvaise idée. Elles se sont alors fait courser par une personne en capuche noire, et cette personne les a alors emmenés à se faire enfermer à l'intérieur d'une attraction, une attraction de poupées de chiffon. Partout autour d'elle, des petites poupées de chiffon, des petites poupées pendues et accrochées à des cordes, avec des armes à feu et des cibles juste derrière. Les poupées étaient juste devant. Et il y avait quelqu'un qui attendait sagement sur un fauteuil, un livre en main. Mais quand elles sont arrivées juste devant cette personne, elles ont remarqué que ce n'était pas une personne. Elles ont remarqué que ce n'était même pas une personne, mais simplement une sorte de mannequin. Une sorte de mannequin habillé en A avec une capuche noire. À l'intérieur de ce mannequin, il y avait une sorte de flèche rouge. Elles ont ouvert le suite à capuche et il y avait une flèche rouge. Parce que lorsque Spencer a pris un livre qui était juste sur ses jambes, sur lequel il était écrit Écoutez-moi. Sur ce livre, il était écrit Écoutez-moi. Quand elle a ouvert le livre en deux, à l'intérieur, les pages avaient été sciées pour déposer une petite cassette, un magnétoscope. Elle l'a allumé et il était écrit Si à minuit vous réussissez à sortir. Le magnétoscope s'est mis à parler, disant Si à minuit vous réussissez à sortir de là, vous trouverez ce dont vous avez besoin. Vous trouverez ce dont vous avez besoin à l'intérieur du mannequin. Elles ont ouvert le mannequin, toutes les quatre, et il y avait une flèche. Il y avait une flèche, le mannequin avait été scié. Il y avait deux écrous. Sur le côté, il y avait deux écrous pour pouvoir ouvrir une porte. Elles ont alors tiré la petite poignée, la petite ficelle qui dépassait, et la porte s'est ouverte. Elles se sont alors un peu reculées et ont regardé à l'intérieur. Il y avait un mini-fusil de poche. Il y avait quelques petites fioles avec un produit noir à l'intérieur, sûrement une injection qu'il fallait se faire. Elles ont regardé, ce n'était juste en fait que de l'eau colorée. Ce n'était que de l'eau colorée, ça ne sentait pas comme un produit, comme par exemple du cyanure. Ça ne sentait pas comme le cyanure ou alors comme le bromure de pancuronium. Ça ne sentait pas comme n'importe quel autre bromure, comme n'importe quelle autre substance chimique. Spencer a senti et a refermé. Les filles l'ont regardé et Spencer s'est retourné en lui disant Vous inquiétez pas, c'est juste de l'eau qui a été colorée. Ensuite, elle a pris le fusil. Elle a pris le fusil et l'a rangé juste entre sa ceinture. Entre sa ceinture et son jeans, elle l'a rangé à l'arrière, mettant sa chemise juste par-dessus. Elle a suivi, elle a suivi les filles. Les filles ont alors pris le magnétoscope avec elle, et à chaque fois il fallait réappuyer dessus. Il y avait une flèche sur les murs indiquant le magnétoscope, et chaque fois il était écrit Écoute-moi. Chaque fois il était écrit Écoute-moi. Les filles repassaient encore une bande. Elles remettaient la bande à zéro et la repassaient. La bande changeait à chaque fois, comme si quelqu'un était près d'eux et changeait la bande. La bande changeait, et à chaque fois les instructions étaient différentes. À un moment, elle devait trouver une hache, jouer à un jeu, et quand elle jouait à ce jeu, à chaque fois, elle devait lancer une hache, le lancer de hache. Spencer a lancé une hache, la cible s'est fissurée, la cible a commencé à trembler, elle s'est fissurée, elle est tombée. À l'intérieur, elles ont trouvé des effets personnels, appartenant, appartenant, appartenant à Charles et appartenant aussi à Mary Drake et à Alex Drake. Ces effets personnels lui appartenaient des vêtements, un petit t-shirt qui était mauve, un petit t-shirt qui était mauve, et aussi un jeans noir, des baskets, des sortes de baskets de sport, des Nike noirs. Emily les a regardés et a dit ça c'est le genre de Nike c'est le genre de chaussures, c'est le genre de Nike pour faire de la course à pied. Elle a dit qu'elle le savait parce qu'elle allait régulièrement courir avec sa mère. Spencer lui avait demandé comment elle le savait. Répondant ça,
Elles ont regardé tout ça, et Arya a demandé à Spencer pourquoi est-ce que A aurait des affaires de sport à l'intérieur d'une cible. Spencer a regardé Arya en lui disant pour nous faire chanter, voilà pourquoi. Elles ont finalement trouvé la porte, après plusieurs essais sur les cibles, elles ont trouvé plusieurs photos de A quand il était petit, plusieurs photos de Charles quand il était petit, plusieurs photos de elle même quand elles étaient encore dans ce silo, des photos d'elle quand elle était encore dans le silo, et aussi des bandes cinéma qu'il fallait rebobiner, des bandes cinéma qu'il fallait rebobiner, et à la lumière, Spencer les a regardées. Ces bandes cinéma contenaient toutes les images des caméras quand elles étaient dans le silo. Elle a regardé, Aria les a regardées, ayant des visions de ce qui s'était passé. Elle regardait les bandes et ne pouvait plus les quitter des yeux. Elle les avait gardées en main, et finalement, arrivée dans la pièce suivante, elle les a chiffonnées. Toutes les portes se sont fermées. Elle les a chiffonnées, les a brûlées. Elle les a brûlées, les a écrasées. Toutes les portes se sont fermées. Le jeu avait l'air d'être terminé. Elles se sont réveillées le lendemain. Le lendemain, elles se sont réveillées dans une petite maison, une sorte d'abattoir pour de faux, la suite de la maison hantée. Elles se sont réveillées là, enchaînées. Et chacune, à leurs mains, avait une petite cicatrice qui venait d'être recousue. Anna avait dit « Vous avez aussi mal à la main ?» Elle a regardé et a vu une cicatrice. Quand elles sont arrivées chez Aria, elles ont chacune pris une pince. Anna avait demandé à quoi servait cette pince. Spencer a ouvert son PC et a mis alors une vidéo pour comment ouvrir une cicatrice qui venait d'être fermée. Aria l'a regardé, Emily l'a regardé, et Spencer a dit qu'il fallait faire ça. En apportant une tasse de café, Spencer a dit qu'il allait falloir se faire la même chose. Chacun à l'intérieur de leur poignet ont trouvé un petit message de A. Anna a trouvé un message qui disait « Je vais ». Spencer a trouvé un petit message, un petit mot sur lequel il était écrit « Bientôt ». Aria a trouvé un message sur lequel il était écrit « Vous ». Et Emily, elle, a trouvé un message sur lequel il était écrit « Trouver ». Simplement le mot « trouver ». Elles l'ont mise dans l'ordre et il était écrit « Je vais bientôt vous trouver ». Le soir même, aucune des filles n'arriva à dormir. Elles regardaient leurs poignets, encore blessés, avec à l'intérieur encore la cicatrice un peu ouverte et l'espace pour mettre un petit tube en métal avec à l'intérieur un mot qui était écrit pour pouvoir former une phrase, un énigme.